Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et je vous retrouve pour un vlog créatif sur quelques semaines où je vais partager avec vous mes projets, les coulisses de mon travail et autres. Alors vous excuserez Mota qui est en haut, refuse catégoriquement d'être là pour faire la star. Voilà, j'ai pas dû assez lui payer ses droits de... ses droits de... d'apparition en vidéo. On est samedi 25 janvier et je voulais faire un petit point sur un de mes encours personnels du moment qui est un test que je réalise pour une autre créatrice qui est Maya, donc maya.pinks sur les réseaux. Et donc c'est une surchemise, c'est le modèle Road Trip qui avance mais pas si vite que ce que j'aimerais. Parce que en fait, comme je la tricote avec un fil qui est particulier, dont je vous reparle après, je peux pas vraiment le transporter sans risquer de constamment casser le fil. Et donc c'est un projet que je tricote exclusivement le week-end quand je suis sur mon bureau. Donc voilà. C'est là où j'en suis. Alors, c'est un projet qui avait une construction un petit peu particulière, je vous en avais déjà parlé, mais rapidement, en fait, vous avez sur le haut du projet une texture qui est faite de torsade avec des mailles glissées, qui fait des petits croisillons, très 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 chouette. Et donc ça se tricote en différentes étapes. On commence en fait par monter les mailles ici, et on va tricoter donc le haut du corps avec cette texture dans ce sens, de bas en haut. C'est pareil dans le dos. Et on va rabattre les mailles pour les épaules en diagonale. Donc il y a une petite manipulation qui est très bien expliquée dans le patron. Tout est... enfin, je vais pas vous la refaire, mais les patrons de cette créatrice sont vraiment... Voilà, il y a un boulot monstre derrière, notamment sur la fluidité du tricot. Elle fait des projets qui sont intéressants, on a plein de choses à faire, vraiment c'est hyper, on s'ennuie pas du tout, mais c'est pensé pour être hyper fluide à tricoter, et notamment là vous avez dans les grilles, vraiment tout est très détaillé, il faut juste, en fait, il faut de l'attention mais pas réfléchir. Et ça, c'est le tricot que j'adore. Voilà. Donc on fait une pente pour les épaules en rabattant les mailles d'une certaine façon. Et ensuite on vient les coudre. On vient coudre les épaules. Et donc il y a deux manières de faire. Donc vous avez rabattu vos mailles et donc vous avez une ligne de rabat comme un V en fait avec les mailles qui sont rabattues. Et vous pouvez faire soit une couture invisible, soit une couture un petit peu plus décorative. J'ai choisi de faire la version décorative parce que je sais très bien que ma couture invisible n'aurait pas été invisible. Si vous avez jamais cousu deux pièces comme ça ensemble avec en face à face, en fait on passe l'aiguille pour faire notre couture sous les deux mailles du jersey de chaque côté du rabat. Le truc c'est que là on n'est pas en jersey. Et moi je sais déjà que même en jersey c'est pas parfait, enfin j'ai pas la patience ni la minutie de... Je pourrais évidemment si je faisais un minimum d'efforts, mais là on n'est même pas en jersey et donc je sais que si j'avais essayé de faire la couture invisible, en fait ça ce serait je risquerais d'avoir quand même des irrégularités vu que à cause du point texturé, pour moi c'était pas évident de bien passer au bon endroit. Et donc je préfère avoir une couture intentionnellement visible plutôt que d'essayer de faire un truc invisible et qu'en fait bah, ça ne l'est pas, donc c'est raté. Donc moi j'ai fait la version de la couture, vous avez une vidéo avec les deux options qui est dans le patron, hein, et moi j'ai fait la version où en fait on coud en passant au milieu de la maille qui est sur le rabat. Et donc ça fait que de chaque côté vous vous retrouvez avec un brin de la maille et ça fait, vous voyez, ça fait ça, vous voyez ici. En fait, là, c'est un brin de chaque côté du tricot. Et donc, je préfère. Je préfère assumer la couture. J'en avais parlé la dernière fois que je vous ai montré le projet, mais en gros, la raison de pourquoi est-ce qu'on construit ça comme ça, c'est que cette texture a une tension très particulière. On fait des torsades quasiment sur tout le projet avec des mailles glissées en plus. Donc, ça a un échantillon qui est particulièrement dense et qui est très différent du jersey
Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un rabat à 3 aiguilles, puisque le rabat à 3 aiguilles c'est techniquement du jersey, et donc ça aurait fait une couture absolument pas du tout adaptée à la tension du truc. Donc c'est pour ça qu'on coud manuellement, qu'on rabat puis qu'on coud. Et ensuite on relève les mailles en dessous pour partir sur du jersey, et donc on relève un certain nombre de mailles pour que ça colle à la différence de tension. Alors moi j'ai quand même un petit effet de, vous voyez, où on a l'impression que au niveau du jersey ça coûte froisse, enfin vous voyez ça fait voilà, un petit peu comme des fronces, mais je pense que en fait en bloquant ça va se lisser, c'est pas suffisamment marqué. Et ensuite donc on tricote dans ce sens, c'est voilà, c'est ouvert donc c'est à plat pour les demi-devants et le dos. Là ces trucs bizarres ça va être des poches. Là, donc on fait une petite manipulation pour bien positionner les poches, et ensuite je vais les coudre, enfin je vais les tricoter comme ça, et il y aura juste une couture à faire sur les côtés des poches. Donc j'y suis. J'utilise donc la Manchelopi, qui est un préfil, donc c'est une fibre qui n'est pas tout à fait filée, c'est du Mérinos, hein, c'est une marque espagnole, Wool Dreamers, et donc c'est assez fragile. La Manchelopi, je trouve, est la plus facile à manipuler de toutes celles que j'ai essayées, de tous les préfils que j'ai essayé. La Manchelopi est la plus facile, elle est plus spongieuse que faible. Donc ça peut quand même se casser assez facilement, mais sur l'expérience tricot, ça va. Par contre, au niveau de la couture, moi c'était pas possible. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai filé en fait. J'avais pris un bout de fil, je l'ai filé avec un fuseau pour retrouver de la solidité, et j'ai commencé à faire une couture et c'était pas suffisant. En fait, j'aurais dû vraiment faire un fil complet, c'est-à-dire le filer, le bloquer, enfin voilà, si vous savez faire un petit peu de filage. Il y a tout un processus qui permet un petit peu de s'assurer de la solidité du fil. J'ai tout de suite vu que ça allait pas être possible. Ça n'allait pas être suffisant. Donc cette couture, si je l'ai faite avec un autre fil, un fil à chaussettes, la Araweta, dans un coloris à peu près similaire, qui est le coloris bordeaux que j'ai utilisé pour ma capuche Alex, que je vous ai montré dans le dernier vlog. Et donc j'ai fait ma couture avec un autre fil, et je ne sais pas trop au niveau des poches. J'ai bien envie aussi d'utiliser un autre fil pour faire la couture là. Le problème c'est que là ça risque d'être plus visible et la couleur est pas tout à fait la même. Ça c'est plus lit de vin, alors que mon fil Arouetta est définitivement bordeaux. Donc peut-être qu'il va falloir que je m'amuse à bien filer la Manchelopi pour l'utiliser pour faire la couture ici. Je verrai. Je verrai au moment de faire les poches. Je n'y suis pas encore puisque je suis en train de dérouler le corps. Et j'arrive sur la fin, avant de faire un jeu de rang raccourci, puisque ça va avoir un bas arrondi comme une chemise. Et je crois qu'il me reste une dizaine de rangs là avant d'atteindre la bonne longueur et de commencer à faire ça. Ensuite, évidemment des manches et les finitions pour le demi-devant, enfin pour les devants, et un col qui est un petit col de chemise avec un rabat. Voilà, donc comme je vous le dis, ça avance lentement, mais la fin du test c'est en mars, donc ça va, je m'inquiète pas trop. J'aimerais tout de même ce week-end finir au moins le corps. Après, je pense que je vais faire les poches, puis la finition devant, et ensuite comme ça je n'aurai que les manches à faire. Voilà, c'est un peu mon idée. J'ai fait une modification avec l'accord évidemment de la créatrice, c'est que j'ai évasé le corps, puisque donc c'est une chemise qui se porte avec pas mal d'aisance positive au niveau du buste. Moi je fais une taille qui me donne 30 cm d'aisance positive là, sauf que mes hanches sont 30 cm plus grandes que mon tour de poitrine, et donc vu que la surchemise descend quand même un petit peu, si je voulais pouvoir la fermer à cette longueur, il fallait que j'ajoute de la matière pour récupérer au moins un petit peu d'aisance au niveau des hanches. Donc ça m'a fait rire parce que donc, quand j'expliquais à Maya ce que j'avais prévu de faire,
j'ai prévu de rajouter 15 cm, histoire d'avoir 15 cm d'aisance au niveau des hanches, puisque je pense qu'il faut pas autant d'aisance sur les hanches que sur la poitrine, c'est bizarre. Sauf si on fait, je sais pas, une robe vraiment évasée, quelque chose comme ça, un truc effet princesse. Donc je me suis dit, avoir la moitié de l'aisance poitrine sur les hanches, ça me paraissait un bon point de départ. Donc quand j'expliquais à Maya ça, elle me disait peut-être que 15 cm c'est un peu trop, moi aussi mes hanches sont plus larges que ma poitrine, et donc elle me donne ses mesures, je dis non mais non. Pas à ce point. Ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, et bien de quoi avoir 15 cm en plus, et je l'ai fait au niveau de l'emmanchure, on monte des mailles ici, et donc vous voyez un petit peu que là ça fait comme un triangle, puisque donc j'ai mis 2 marqueurs de chaque côté des mailles montées sous l'emmanchure, j'ai mis 2 marqueurs en plus, et j'ai fait mes augmentations ici sur chacun de ces marqueurs. Là, ça c'est vraiment le milieu de l'emmanchure qu'on marque pour pouvoir faire les rangs raccourcis après. Et donc là, au début j'avais que 3 mailles, et donc j'ai augmenté 6 mailles en tout, donc 24 mailles en tout j'ai augmenté pour avoir 15 cm en plus. Je vais tout écrire sur ma page projet au cas où les gens veulent... Au cas où, ça fonctionne, parce que c'est pas gagné. Peut-être que ça va pas très bien rendre, mais voilà, si jamais ça rend bien et que d'autres gens ont une morphologie similaire à la mienne, qui fait que malgré le fait qu'ils aient beaucoup d'aisance sur leur poitrine, il n'y en aurait pas du tout sur les hanches. Voilà, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, je mettrai tous les détails sur ma page projet. Et donc voilà, j'ai rajouté 24 mailles en tout, en augmentant tous les... J'ai divisé en fait, comme je savais que par rang d'augmentation, je rajoutais 4 mailles, donc 1, 2, et pareil de l'autre côté sur l'autre emmanchure, donc 4 mailles par rang d'augmentation. Et bien il me fallait 6 rangs d'augmentation, et donc j'ai divisé la longueur du corps en 6. Et donc à intervalles réguliers, j'ai augmenté. J'avais un peu peur, voilà, que ça fasse vraiment... Je pense que c'est bon, parce qu'en fait, j'ai d'autres projets que j'ai évasés, et le truc c'est qu'une fois sur moi, ça ne se voit pas que c'est évasé, parce que du coup ça marche, ça fonctionne avec ma morphologie, donc on voit pas forcément quand je fais des trucs évasés et quand c'est moi qui les porte. Mais quand on les regarde à plat, vous voyez là, je pense que vous voyez bien que ça... que vous avez en gros tout ça en plus là. Donc voilà, j'ai essayé le projet, c'est un peu difficile de se rendre compte de ce que ça sans les manches et tout, donc je suis pas à 100% sûre que ça va, parce que le truc est vachement flottant pour l'instant, en plus c'est pas bloqué, comme je vous dis, j'ai un petit bourrelet ici qui se fait dans le dos, donc je suis pas à 100% confiante que ce que j'ai fait va bien tomber, mais je pense que je vais avoir un petit peu de mal à m'en rendre compte avant d'avoir au moins les finitions ici faites et d'avoir bloqué. Mais je vais finir le corps et je passerai pour vous montrer ce que ça donne. Et on verra à ce moment-là s'il faut paniquer ou si ça va. Je pense que ça va. Mais je suis un peu à l'étape du projet où je suis là... Pas à 100% sûre. Mais en tout cas, j'adore cette couleur. Comme vous en doutez. C'est le coloris Vino Tinto. Donc teinte vin. Voilà. De la Moncellopi. Et je pense que je vais utiliser bien moins de fils que ce qui est préconisé. Pourtant, j'ai le bon échantillon. Alors, j'avais pas tout à fait le bon échantillon là. Enfin, avant blocage, du moins. Mais je pense que je vais vraiment utiliser pas beaucoup de fils. C'est particulier ce genre de fil hein, en termes d'échantillon, en termes d'utilisation. Quand vous regardez le métrage de la Moncellopi, techniquement c'est une déca. Sauf que... je perds des mailles, c'est super. Sauf que vraiment elle se tricote
donc doublé, parce que le fil est déjà doublé, hein. Vous pouvez vous amuser si vous voulez à le, à le séparer, mais je sais pas pourquoi vous vous infligerez ça. Elle se tricote vraiment plutôt comme une hareng bulky. Et donc là, c'est vraiment un échantillon de bulky, c'est 16 mailles sur 10 cm. Et donc ça perturbe pas mal les gens en général. Moi j'ai un modèle en Manchelopi et les gens comprennent pas parce que donc c'est un châle et l'échantillon est de 12 mailles sur 10 cm. Et sauf que la Manchelopi est catégorisée comme une déca, donc les gens sont là, comment qu'est-ce pourquoi quoi c'est le type de fil en fait qui fait que même si vous avez un certain ratio métrage-poids, au tricot, la fibre se comporte tout à fait différemment d'un Merino Superwash ou d'un BFL ou d'autres choses, quoi. Donc il faut vraiment prendre en compte la catégorie de fil aussi quand on essaie de substituer quelque chose. Et si vous voyez que le créateur a utilisé un fil particulier, ça peut influer sur son échantillon. Voilà. Et donc expliquer que même si on a un fil similaire, ça marche pas du tout. Et donc il faut faire quelques adaptations. Et un autre truc, pourquoi je parle de ça, un autre truc qui est étrange avec ce genre de fil, c'est un peu comme les fils cardés, c'est que au niveau de l'utilisation qui est faite du fil, c'est très particulier. Et moi ça m'est arrivé plusieurs fois de tricoter des modèles avec un fil cardé alors qu'ils avaient été designés en fil peigné ou inversement, et à chaque fois mon utilisation de fil n'a rien à voir, mais de manière ridicule, quoi. La quantité de fil dont j'ai besoin, souvent c'est bien moins, arrivé parfois que ce soit bien plus, ça c'est un petit peu plus embêtant. Mais même quand on a le bon échantillon, c'est la densité de la fibre qui fait que c'est bizarre. Bref. Je continue à tricoter le corps. Je vous parlerai certainement dans ce vlog d'un nouveau modèle que j'ai commencé qui m'enthousiasme énormément. C'est un châle multi-texture avec des mailles glissées, avec des jeux de couleurs, et j'ai pas mal de petites choses intéressantes à faire à niveau boulot. Je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur le dernier vlog. Vous avez été très bienveillants dans les commentaires, notamment sur la section FAQ qui vous a pas mal plu. Je suis ravie et très contente que ce format vous plaise et que les discussions diverses et variées, plus ou moins techniques sur le tricot, vous plaisent autant qu'à moi. Et voilà, je vais faire à manger, surtout. Puisque on doit aller faire quelques courses pour acheter notamment la pâtée à Mota. Oui, d'ailleurs, je vous disais dans le dernier vlog que y avait eu un drame d'achat de nourriture, que Mota a tout de suite décidé qu'il ne voulait plus. Mon chat Mota, voilà. Et que du coup je ne savais pas comment faire, et plusieurs d'entre vous m'ont dit mais regarde, tu peux pas les donner dans des refuges. Mais j'ai regardé et en fait le truc c'est que c'est une nourriture vraiment particulière, et j'ai demandé à une association et à un refuge, les deux m'ont dit non, parce qu'ils peuvent pas, en fait ça va leur rester sur les bras aussi, c'est une alimentation particulière qu'ils peuvent pas forcément donner à n'importe quel chat. Mais je vais continuer à chercher, je vais voir si jamais. Peut-être qu'il y aura un refuge qui aura des chats qui auront le même problème que Mota. Voilà. Je continue ma quête, mais c'est bien une piste que j'essaie d'explorer. Si jamais vous habitez dans le Tarn et que vous avez besoin d'une nourriture spéciale digestion, machin, pour un chat adulte, je cherche.
à chaque semaine ces propositions de design pour collaboration. J'ai fait quelques échantillons vendredi dernier pour essayer de trouver une idée de châle que je propose à une marque qui m'a contactée pour la sortie d'un... Ils vont sortir un nouveau fil et l'idée ce serait de la mettre en valeur avec notamment un point de maille glissé en fait. Donc j'en ai essayé plusieurs et ça c'est le premier que j'ai essayé et j'aime bien le point, mais et en fait il est très plaisant à faire, mais je sais pas si vous voyez ce que c'est censé faire. En fait c'est censé faire des petites colonnes et ça se voit pas beaucoup là, alors que c'est deux couleurs unies et comme une des couleurs en question va être un peu un genre de laine qui varie, vous savez. Ça va pas. Ça va pas. Mais ce point me plaît, mais je pense qu'il faudrait le faire avec un fil particulier, un échantillon particulier. Donc, zut. Et pourquoi changer une équipe qui gagne? J'aime beaucoup à la fois le point que j'ai utilisé dans mon modèle Canopy, la housse de coussin, et le point un peu tissé tweed que j'ai utilisé dans deux de mes modèles, le châle de Rosera et Aconite, le t-shirt, mais aussi il y a les chaussettes aussi. Donc en fait 3 modèles. Plus la housse de coussin Canopy qui est un petit peu plus texturée que ça. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'essaie de mélanger les deux? Eh bien, il se passe ça. Et ben, c'est très chouette. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et comme on va être sur un châle, moi j'aime bien... En fait, j'aime bien alterner entre des châles qui combinent plusieurs textures et des châles où c'est juste un truc tout du long, ça va être assez méditatif, etc. Et peut-être plus facile à porter. C'est vrai que mon cœur va plutôt vers les châles multitextures, mais j'aime bien alterner entre les deux. Là, l'idée, ça va être, je pense, de mettre en avant un combo entre leur nouveau fil et un de leurs fils existants. Je vous dis pas la marque parce que c'est encore en discussion. Et j'ai donc choisi 2 autres textures qui, je pense, compléteront bien le châle. Ici, vous avez une sorte un jeu de torsade un peu texturé. Et ensuite, c'est juste du jersey avec des rayures de maille envers. Qui seront faites sur l'envers, donc tricotées à l'endroit. Parce que voilà. Et donc, bah, j'ai fait mon truc là. Et je me suis occupée de leur envoyer une proposition. Et avec un croquis. Et on verra. On verra si ça leur plaît. Ça va être une collaboration avec des conditions un petit peu particulières. Mais c'est une marque... Je remettrai ça plus tard. C'est une marque... je pense pas avoir déjà tricoté leur fil, mais que je connais et avec qui j'aimerais bien travailler parce que ils ont un peu une audience, disons, adjacente à la mienne, dans le sens où c'est une marque britannique et donc ils ont une audience internationale. Mais je pense que, du type de fil qu'ils font, des collaborations qu'ils font habituellement, avec des designs qui sont proposés, je pense que c'est suffisamment proche de mon style de design pour que, ce soit une bonne opportunité pour moi de travailler avec eux et peut-être de faire découvrir mon travail à d'autres personnes, tout en ayant un joli design, je l'espère. Donc j'espère que ça leur plaira, mon idée. Il cuit. Il cuit au soleil. Et je vais vraiment être dans les châles en ce moment, puisque la semaine dernière, j'avais commencé un nouveau modèle qui va être aussi un châle. Là aussi, plein de textures.
C'est un châle que je tricote avec les laines de Déborah, les petites potions, donc une teinturière locale chez moi et qui, enfin chez moi, elle tape pas dans mon garage, hein, enfin presque, mais pas tout à fait. Et elle fait des coloris que j'aime énormément. Elle a repris son activité récemment et enfin, elle a un gros défaut, c'est-à-dire qu'elle poste constamment des combos de couleurs sur Instagram et à chaque fois, je suis là, d'accord, donc je veux. Et notamment, elle avait posté, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines, quelques mois, ce combo de couleurs que je lui ai immédiatement commandé parce que je trouvais ça trop chouette. C'est sa base chaussette mérino nylon de base. Quand je sais pas trop exactement quel type de point je vais faire, ça je sais que je vais m'en sortir. Ça c'est son coloris cerise noire qui est absolument magnifique. Bon, la luminosité ça on repasse, hein, mais qui est vraiment un je ne sais pas, un bordeaux, non pas bordeaux, c'est plus marron que bordeaux, et c'est très beau. Sauge sacré et nuit d'orage. Et donc, je vais faire un châle. Et je voulais vous montrer, je vous parlais dans la petite foire aux questions que j'ai faite dans le dernier vlog, de comment je choisis mes designs et du fait que j'ai beaucoup d'idées, que j'ai notées, j'ai fait des croquis ici, et qu'au moment où je vais faire le design, ben il y a parfois des changements. Et donc, j'avais fait ce croquis. Et donc, mon idée, c'était, donc ça va être un châle modulaire, triangulaire. On va d'abord tricoter la première partie que vous voyez en haut ici, le triangle en haut là, comme ça. Dans ce sens, de pointe à pointe. Puis on va relever les mailles en bas et on va tricoter ici, ce qui va être comme une grande bordure de haut en bas. Mon idée, c'était d'avoir de la mosaïque ici sur la première partie du projet. Et j'ai un point de mosaïque que j'aimerais bien utiliser qui fait comme des petites grappes de raisin. Et donc j'allais partir sur ça, mais à tout hasard, j'aime bien quand je commence un design qui va être multitexture, j'aime bien feuilleter mes dictionnaires de tricot parce que c'est le genre de projet que je design un petit peu au fur et à mesure. Ce que j'aime bien faire, c'est me préparer le début en fait des instructions, avoir en gros une idée du type de texture que je voulais utiliser. Là vous voyez, je m'étais noté mosaïque ici, point mousse ici, point texturé, machin, bidule, dentelle en bas. Mais rien de plus précis que ça parce que j'aime bien, je fais une section du châle et après je trouve la suite un peu de manière organique en voyant ce qui fonctionne bien avec ce que j'ai déjà, etc. Et donc avant de tout commencer, j'aime bien feuilleter mes dictionnaires de tricot pour un peu avoir une idée globale, un peu m'inspirer, quoi. Voilà, avoir en tête différentes possibilités, différents styles. Et ce qui se passe souvent, c'est que je vais tomber sur un point qui va être un gros coup de cœur et qui va être une évidence. Et je vais finir par arranger l'entièreté du châle autour de ce point. C'est ce qui s'est passé avec Tramea, notamment. J'avais vu le point... D'ailleurs, c'était dans le même dictionnaire de tricot. J'avais vu le gros point central de Tramea et j'ai organisé tout le reste autour de ce point. Et là, pareil, je feuilletais ce dictionnaire de points qui est un que j'ai plus récemment, qui me plaît énormément. C'est The Knit and Stitch Dictionary de New Knit and Stitch Dictionary de Lydia Kloss, qui est un gros bébé et qui a beaucoup de points et surtout qui a beaucoup de points qui changent un petit peu. Et notamment beaucoup de jeux de couleurs, etc. Et je suis tombée sur ceci. Et quand je l'ai vu, j'ai pas réussi à me le sortir de la tête. Et donc, j'ai fini par un peu réarranger tout ce que j'avais prévu parce que c'est un jeu de mailles glissées et j'ai voulu qu'il finalement prenne
la place centrale ici dans tout ce triangle, toute la première partie du châle ici, ce triangle qui est ici. Donc là où je voulais au départ faire de la mosaïque, non, je fais ça et je mettrai mon point de mosaïque ailleurs, là où ça lui ira bien. Ce dictionnaire de points et de tricot est bien. Après, ça me chagrine fortement que les symboles utilisés dans les grilles ne soient pas les symboles habituels. Ça fait un peu mal à la tête, hein. Donc c'est pas, voilà, c'est pas le plus pratique d'utilisation, mais ça fonctionne. Et donc en fait j'ai refait une grille juste en regardant l'échantillon parce que la grille qui est fournie ça ne marche pas. Et donc vous voyez, c'est un point qui va dans un sens. Et j'ai voulu voir, est-ce que je peux le faire aussi aller dans l'autre sens pour avoir un jeu de symétrie, puisque comme je vais faire un triangle en biais, à un moment je vais hop tourner au centre du triangle, ce qui sera l'arête centrale du triangle à la fin. Et j'ai fait mes grilles et ça marche, a priori. Et j'ai donc commencé mon châle. Je suis évidemment au milieu d'un rang, sinon ce n'est pas drôle, bien sûr. Et voilà ce point mais j'adore, mais que j'adore. Alors c'est typiquement le genre de point où faut aimer les mailles glissées, hein, d'accord. C'est quelque chose qui est pas difficile, en fait c'est toujours le même rythme, donc ça a un côté un petit peu répétitif qui peut être lassant si vous aimez beaucoup la variété. Là ça va quand même une assez grande partie du châle, donc c'est vraiment pour les gens qui aiment s'immerger dans un point de mailles glissées, mais ça a vraiment un effet... En fait, vous voyez, vous avez des mailles glissées en jersey, des bandes de points mousse, et ça fait des zigzags. Selon comment on le regarde, voilà, ça peut faire des zigzags dans ce sens, après ça fait des choses un petit peu plus tic 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 comme ça. Et c'est simple à tricoter. Là maintenant où j'en suis, j'ai juste à regarder le début de mon rang pour voir comment je commence, et après la séquence c'est toujours la même. C'est toujours une répétition de 5 points mousse et 4 lignes de mailles glissées. Donc c'est assez intuitif. Et j'avance. Je vais donc tricoter quand même assez longtemps, hein. J'en ai pour un moment, puisque je voudrais avoir déjà une bonne taille de châle, juste avec ça. Et ensuite, j'arriverai à la moitié et je repartirai dans l'autre sens en diminuant. Et le motif sera inversé, histoire d'avoir une symétrie en miroir au milieu. Si j'ai réussi, normalement sur ma grille, ça fonctionne. Ça fonctionne sur la grille normalement. Et ensuite, je relèverai les mailles en bas. Ici, vous voyez là, c'est là où j'augmente. Je relèverai les mailles et je tricoterai ensuite dans ce sens, un peu plus comme un châle triangulaire traditionnel, avec des augmentations à l'arête centrale et sur les côtés. Ça, c'est la théorie. Puisque comme je vous le dis, j'ai une idée vague de ce que je veux faire ensuite. On verra les détails plus tard. Donc ça roulotte un peu parce que je ferai une finition ensuite. Je ferai un I-cord à la fin relevé. Je le fais assez rarement parce que c'est vrai que c'est long. Et je me freine un peu à utiliser ce genre de finition. Et de faire un I-cord à la fin sur tout le tour du châle. Je l'ai fait une fois. J'ai un de mes modèles comme ça. Non, deux. J'ai 2 modèles comme ça où on fait un I-cord tout à la fin du châle. Tout autour. Je le fais assez peu comme je vous le dis. Mais là... j'ai un peu bidouillé et je pense que c'est la meilleure solution parce que si j'avais fait l'i-cord du haut ici, parce que ça ce sera le haut du châle, voilà. Si j'avais fait directement l'i-cord ici en tricotant, en fait, vu que je vais relever les mailles après, l'endroit où j'aurais relevé les mailles et où j'aurais poursuivi mon i-cord dans un autre sens, ça aurait été assez visible. J'aurais dû faire une manip un peu bizarre pour retourner mon i-cord, que ce soit dans le bon sens après pour le reste du châle. Et je pense que ça aurait été un endroit visible en fait. Ça aurait été, vous voyez, si j'avais fait mon i-cord là sur la ligne du haut, le joint dont je vous parle, il aurait été là, en plein milieu en fait, juste en haut de la plus longue partie du triangle. Alors que si je fais
l'i-cord tout à la fin, ben, je vais le commencer ici sur un coin. Donc si dans le coin, il y a le grafting en fait de l'i-cord à la fin, parce que vous savez quand vous faites un i-cord tout autour, à la fin vous accrochez la fin de votre i-cord avec le début de votre i-cord. Et bien ce grafting là, sur la pointe, ça se verra moins que si c'est en plein milieu là, enfin c'est pas en plein milieu, mais ce serait un endroit un peu bizarre. Donc j'ai fait le choix de m'autoriser de faire la finition en i-cord à la fin. Je sais pas encore dans quelle couleur, je pense celle-ci. Ça va être un peu en fonction de ce qui va me rester, sachant que je vais pas mal utiliser cerise noire ensuite et que la grosse bordure en dentelle va être dans Nuit d'orage et que ma mosaïque, normalement ma mosaïque va être dans ces deux couleurs là. Je pense que j'ai assez de contraste, je verrai. Si ça me plaît pas, je ferai ça. Ça va être la même chose en fait, je verrai. Comme ça va marcher. Je décrète que ça va marcher. Parce que j'ai pas forcément envie que ce soit... C'est un point de mosaïque qui voilà, fait, comme je vous dis, comme des petites grappes. C'est très graphique. Et je pense que si j'ai un fort contraste, ça va être vraiment trop tape à l'œil avec ça, qui est déjà... voilà, comme ça. Je pense que ce serait pas plus mal d'avoir un point de mosaïque un petit peu plus discret. Si jamais ça ne va pas, j'inverserai les choses et je referai de la mosaïque avec ces deux-là. Est-ce que c'est pas une meilleure idée de faire ça dès le début, hein? J'hésite. Parce que je vous dis... Ouais, je vous dis, ça c'est quand même très tape à l'œil. Et donc je voudrais que ma mosaïque soit plus douce. Mais en fait, ça va faire bizarre, non? Il vaut mieux que tout soit tape à l'œil. Parce qu'il vaut mieux pas que tout soit rentre dedans. Un peu tout ou rien. Oui. Si, je vais faire ça parce que ça va me permettre aussi une meilleure répartition des choses, je pense. Ça va me permettre d'insérer cette couleur entre les deux parties. Je vais faire ça. Changement. Changement d'idée. En cours de route. Donc j'espère qu'il me restera assez de fils, je pense, pour faire la mosaïque dans ces deux couleurs là, et je ferai un autre point texturé entre et la dentelle. Tout ceci n'a certainement aucun sens si vous n'êtes pas dans ma tête, mais ouais, je pense que ça va être ça. Ça veut dire par contre qu'il faut que je refasse ma grille. Et alors je me suis... en fait, c'est une grille qui est très visuelle. Et le problème, c'est que j'avais commencé à faire une grille. Après, j'ai voulu ajuster le contraste des niveaux de gris que j'utilise. Et je me suis emmêlé les pinceaux de manière parfaitement ridicule. Donc voilà, non, là, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais y arriver, je pense. Bref, voilà, pour ce chat, c'est mon encours design du moment. Et je l'espère bien avancer dessus cette semaine. Il faut par contre que j'écrive le modèle du t-shirt à rayures que j'ai fini récemment. Puisque, alors l'appel au test ne sera pas tout de suite, mais ce sera bientôt quand même. Donc pas mal de boulot d'administratif, de gestion des potentielles futures collaborations, d'écriture de patron, etc. On verra combien de temps de tricot ça me laisse. J'ai fini le bas du corps de ma surchemise Road Trip, donc qui est un modèle que je teste pour Maya Tinks.
Vous voyez, avec les rangs raccourcis, on fait une courbe comme ça sur les côtés. Et technique intéressante, donc on reste en jersey jusqu'au bout. Et à la fin du patron, elle donne un lien vers un tutoriel vidéo pour un rabat anti-roulotement que j'avais jamais fait, j'avais jamais vu cette technique. Je vous mets le lien dans la description parce que c'est un lien vers un tutoriel public. Hein. Et j'espère que la technique vraiment va bien marcher parce que là, avant blocage, ça roulotte quand même, surtout dans le dos en fait. Sur une si grande surface de jersey, je pense que c'est un peu inévitable. Mais je vois bien qu'il y a une stabilité avec cette technique et j'espère vraiment que ça va bien marcher parce que j'ai adoré faire ce rabat et c'est hyper simple, c'est pas du tout chronophage, en fait on utilise juste les aiguilles à tricoter et on n'a pas à prendre une aiguille à laine, c'est une manipulation très minime, c'est assez joli je trouve, vous voyez ça fait comme une surépaisseur, en fait ça consiste à attraper à relever une maille quelques rangs plus tôt. Voilà, ça se fait vraiment très très bien, je trouvais ça très très chouette à faire. Et donc, j'espère que ça va marcher, parce que c'est quelque chose que je réutiliserai avec plaisir, c'est vraiment une chouette découverte. Et j'aime bien l'aspect que ça a. Donc, à voir, je pense... Enfin, j'ai quand même la sensation qu'en bloquant, ça va bien rester. Je compare par exemple à mon short que j'ai tricoté à la fin de l'été dernier qui pareil est tout en jersey et en bloquant ça a quand même bien arrêté le truc alors qu'il n'y avait pas cette technique, donc je pense que c'est une bonne idée. Je vais vous l'essayer pour montrer ce que ça donne. Il me reste donc les manches et les finitions sur le col et les poches. Je pense que ce week-end je vais m'amuser à faire les poches et les finitions. À l'essayage, donc encore une fois pré-blocage, je suis plutôt contente, notamment vis-à-vis de ma modification sur la largeur au niveau des hanches. Je vais vous baisser. Alors, vous voyez, ça m'arrive à peu près à mi-fesse, si je déroule le truc. Et je trouve que c'est plutôt joli. Et si je me tiens à peu près normalement, que j'essaie de prendre en compte la future patte de boutonnage, voilà, ça va être à peu près comme ça, et donc ça va être fermé comme ça, ça passe sans souci, c'est pas bizarre, je trouve pas que ça fasse... qu'on voit vraiment que c'est évasé, ce qui est généralement ce que je cherche. Moi quand je fais des trucs évasés, c'est pas que j'ai envie que ça se voit, c'est plus pour que ça passe. Et donc je suis plutôt contente de ma modification et je trouve ça assez joli comme finition. Bon, faut vraiment que je fasse, je pense qu'une fois que j'aurai fait tout ça, ce sera beaucoup plus agréable à regarder comme projet. C'est vrai que les constructions les plus amusantes sont souvent les plus difficiles à visualiser parce que on est toujours à un moment où il y a des trucs comme ça, c'est pas très beau. Donc faut avoir foi en la vision. Mais je pense que ça va être un gilet bien doudou, très très chouette. La recommandation série, que personne n'a demandé. Mais avec Marius, on a regardé 100 ans de solitude, donc la série qu'a fait Netflix, adaptée donc du roman. Et alors, quand j'ai appris qu'ils allaient faire une adaptation, je me suis dit, est-ce vraiment une bonne idée? Je suis pas sûre du concept. Mais, ma foi, j'ai beaucoup aimé. J'étais très 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 surprise. Alors, donc c'est une production colombienne. Et encore heureux. Et ouais, j'étais fort surprise. Je trouve que le roman est extrêmement bien retranscrit, l'atmosphère. Alors, si vous connaissez pas 100 ans de solitude, c'est du réalisme magique. Donc, c'est un genre particulier. Je préfère prévenir. Parce que souvent, c'est vraiment marrant, les gens qui connaissent pas du tout ce genre, cette littérature. C'est vrai que moi, dans ma tête, je me dis, ça devrait être quelque chose qui
plaît pas mal parce que c'est pas dans les extrêmes, mais au contraire souvent les gens bug. Donc ça va être surtout des drames très centrés sur les personnages, quelque chose d'assez réaliste, etc. Mais va y avoir de temps en temps des éléments de surnaturel, qui sont réels, puisque les personnages les mentionnent, ils font référence, donc c'est vraiment des choses qui se passent, mais c'est pas non plus de la fantaisie, voilà, ça n'a pas les codes de l'imaginaire classique, donc c'est un peu un entre-deux, on est plus dans de la poésie, dans du symbolisme, de la métaphore, et donc ça peut être un peu perturbant. C'était marrant parce que Marius, qui connaissait pas vraiment ni le roman ni le genre de manière générale, quand on regardait la série, il faisait pause des fois, me regarde et me dit « Il y a un tapis volant là !» Je dis « Oui. » Pourquoi il y a un tapis volant? Donc t'as besoin d'une raison, il y a un tapis volant, c'est tout, c'est comme ça, tu n'auras pas d'explication. Donc voilà, c'est un genre qui est particulier, qui est très évidemment ancré dans l'Amérique du Sud. On le trouve un petit peu aussi, certaines littératures japonaises aussi utilisent le terme. Il y a aussi quelque chose, il y a un ton qui est particulier, donc c'est notamment dans 100 ans de solitude, il y a une comment dire, éthiquement, en fait, c'est une étude un peu méticuleuse des personnages et de leur humanité, et donc ils vont faire des choses fort questionnables, mais il n'y a pas de... Et je trouvais que la série avait vraiment bien réussi ça. Il n'y a pas, on n'excuse pas, il n'y a pas de sensationnalisme, vous avez compris. Mais les gens qui ont un petit peu de mal à suivre des personnages qui ne sont pas des héros, il y a des gens voilà qui ont un système d'empathie qui est tel que si vous suivez une histoire avec un protagoniste qui est qui fait des trucs pas bien, ça pose problème, ça vous donne quand même l'impression que c'est validé par l'histoire ou quoi. Donc je sais qu'il y a des gens avec qui ce genre de truc ne marche pas. Mais donc maintenant que j'ai dit tout ce qui pourrait potentiellement faire que vous n'aimeriez pas la série, c'est vraiment bien fait, je trouve. Donc on suit une histoire de famille, en fait, une famille en Colombie, et on suit principalement deux personnages, deux cousins qui se marient, voilà, et qui quittent leur village parce que leurs familles sont pas très contents, et il y a une sorte de malédiction qui pèse sur eux. Et ils vont partir et vont fonder une ville dans un endroit un petit peu bizarre, Macondo. Et on va un peu suivre toute la vie de cette famille, et sur plein de générations, avec également tout le paysage politique, etc., révolutionnaire, voilà. Et j'ai trouvé que la série avait vraiment une ambiance qui retranscrivait très très bien l'ambiance du roman. Les décors, la maison à Macondo, c'est magnifique. Je trouve vraiment les décors sont très très beaux. Il y a plein de jeux, la façon dont la caméra se déplace dans la maison, dans le set, c'est vraiment très très bien fait. Et les acteurs sont incroyables. Je trouvais qu'ils étaient tous très très justes. Et vraiment, comme je le dis, très très bien dans le... Tu fais n'importe quoi là, ça ne va pas ce que tu fais. Je suis pas du tout d'accord éthiquement avec ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Mais il y a qui exerce une certaine fascination et comme je vous dis, on est vraiment dans des personnages qui sont très riches, en même temps avec une ambiance un peu surréaliste, un peu bizarre. Vraiment, j'ai trouvé ça très 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 chouette. J'étais fort surprise aussi d'à quel point Marius a aimé. Je pense que Marius a encore plus aimé que moi, alors que voilà, c'était quelque chose qu'il connaissait pas du tout. Il n'a pas d'attachement particulier au roman ou au genre, voilà, à ce genre de littérature, et il a adoré. Vraiment, je trouve la série très 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 bien faite.
Et j'en ai pas beaucoup entendu parler, c'est un peu donc si jamais vous connaissez le roman et que voilà, vous savez pas qu'ils avaient fait une série, parce que moi je l'ai appris genre il y a 2 mois, hein. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé. Normalement il y aura une 2e saison pour faire la deuxième. Ben non, pas tout à fait la moitié en fait. Ils sont même pas arrivés à la moitié. Mais pour finir un peu le roman. Voilà, petite surprise de ce début d'année, en attendant la fin de Sévrance, que je me refuse à regarder. En fait, je comprends le concept de de sortir un épisode par semaine, c'est un meilleur engagement, etc. C'est un peu plus... voilà. Mais moi, je suis trop bête pour des séries comme Sévrance, pour regarder un épisode par semaine. C'est pas possible. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé la semaine dernière si je regarde un épisode. Donc j'attends que toute la saison 2 de Sévrance soit sortie avant de la regarder. Et en attendant, on a regardé ça et c'était très chouette. Mes voisins passent l'aspirateur, j'espère que vous n'entendez pas trop. Je peux pas attendre qu'ils aient fini, puisque généralement ça leur prend entre 3h et 3h30. Donc voilà. Je voulais vous montrer mon tricot télé du moment qui est presque terminé. J'ai commencé, et donc presque terminé, là, le Alchemist Sleepover de Wool and Pine. Donc c'est un truc, évidemment je suis au milieu d'un rang, mais c'est pas très grave puisqu'en fait c'est un pull sans manches complètement ouvert sur les côtés. Et vous avez des I-cords pour refaire des nœuds sur les côtés. Donc c'est la première fois que j'essaie de le passer. Alors, donc voilà, là ça va ensuite rester ouvert là et je vais faire des I-cords. Alors au bout de leur I-cord, eux ils ont mis des gros pompons, des pompons glands comme les trucs des rideaux. Je suis pas sûre de faire ça, mais voilà. Donc c'est un projet qui se tricote à plat, donc on tricote d'abord un côté puis l'autre. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait l'essentiel du projet et j'avais mis les mailles du bas en attente juste avant de tricoter les côtes en bas, pour pouvoir vérifier un peu la longueur une fois que j'ai tricoté le col. Et donc là j'ai commencé à faire les côtes en bas. Le dos est censé être légèrement plus long que le devant. Je pense que ça va être le cas chez moi aussi, mais comme voilà, je tricotais devant la télé, j'ai pas forcément mesuré de manière ultra précise à chaque fois. Et je pense que j'ai tricoté le devant un poil trop long, donc la différence va pas être si énorme que ça. Mais c'est pas grave parce que je veux que ce soit un peu long. Vu que c'est ouvert sur les côtés, autant en profiter. Alors, comment on fait? On monte les épaules, on fait des rangs raccourcis, et ensuite on fait donc tout à plat. Vous avez des augmentations ici sur la manchure. Sur les côtés, vous avez un peu de côte. Et alors c'est le truc un petit peu qui me dérange, enfin qui me dérange non, mais où je suis pas 100%
satisfaite de mon exécution, c'est que là sur la bordure vous avez une maille glissée. Et comme le fil que j'utilise a très peu d'élasticité, et ben c'est tendu quoi. Donc d'un côté c'est bien parce que ça se tient, mais d'un autre côté j'avais un peu peur tout le temps, vous voyez en fait ça a tendance à plisser. Alors je pense que ça va s'arranger au blocage, hein. Mais voilà, sachez que si vous tricotez un peu serré sur les bordures, faut faire un petit peu attention à cette maille glissée qui voilà, qui fait que le tout est un petit peu ferme. Mais ma foi, ça m'a l'air de pas mal tomber. Ça m'a l'air de pas mal tomber. J'ai eu un peu peur que ce soit beaucoup trop grand. Alors que j'ai moins d'aisance que le modèle. Mais en tricotant, je me suis dit, oula, c'est immense, mais c'est parce que c'est quand même censé tomber des épaules, je pense. Et finalement, ensuite, en bas, là, ça va. Vous voyez, là où il y a mes marqueurs, c'est là où vont être mes I-cords. Donc, oui. Et donc avec ce col V avec une diminution double centrée là, qui est assez profond, donc on peut en faire plus ou moins. Très contente. Ça se tricote en déca. C'est très simple. Après, il y a quelques petits trucs qui m'embêtent un petit peu avec les patrons de Wool & Pine. C'est principalement le fait qu'ils sont pas très constants dans la traduction, pas dans la traduction, mais dans la conversion des mesures impériales vers les mesures métriques, et notamment dans ce patron-là, sur les numéros d'aiguilles. Il y a une erreur en fait. Les aiguilles en millimètres qui sont données correspondant aux aiguilles américaines, US, c'est pas bon. C'est bon sur la page Ravelry du patron, mais dans le patron, c'est pas bon. Ils disent US 7, 3.75 mm, c'est pas ça. C'est 4.5 mm. Ceci étant, on est censé vérifier son échantillon plutôt que d'aveuglément suivre la recommandation d'aiguille, mais là il y a d'autres trucs, donc ils convertissent la circonférence totale du projet en centimètres, mais ils convertissent pas la recommandation d'aisance. Et quand ils donnent des mesures tricotées jusqu'à X, c'est que pouces, ils mettent pas en centimètres, et du coup c'est un peu... rien de très grave, mais bon, zut. C'est quelque chose qui est constant sur plusieurs des patrons, de leurs patrons que j'ai vus. Après, les instructions sont assez directes, ils prennent pas spécialement par la main, mais c'est très complet, quoi. Et puis là, c'est du jersey, donc bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui se passe? Hein, j'ai une augmentation qui est un petit peu lâche, là. Et du coup, on dirait qu'il y a un accro, mais parce que les augmentations du col V, vous voyez, sont assez éloignées du bord, ce qui est très joli, moi j'aime bien. Et je suis donc, comme je vous l'ai dit, en train de tricoter les côtes dans le dos. J'ai commencé dans le dos. J'ai commencé hier soir. On a notre soirée télé hier a été interrompue parce que le film qu'avait choisi Marius était d'un ennui sans nom. C'était un film The First Man, le titre en anglais c'est avec Ryan Gosling, et j'ai pas son nom, la reine, la première actrice qui a joué la reine dans The Crown, c'est les yeux bleus là, et enfin c'est sur Neil Armstrong en fait, enfin c'est sur le voyage vers la lune, et en fait on a regardé une demi-heure et puis on s'est regardé, on s'ennuie un peu. On s'ennuie, donc on a laissé tomber et on est allé lire à la place, mais du coup j'ai pas beaucoup tricoté hier, mais je pense quand même que je vais rapidement le terminer d'ici les prochains jours et faire aussi le devant. Le fil que je tricote, qui est, en fait, je voulais tricoter ce fil et j'ai trouvé, j'ai un gros coup de cœur sur le modèle quand je l'ai vu. Et j'ai envie d'incorporer plus de pièces comme ça, des pulls sans manches pour faire pour avoir un peu plus de couches, d'options de couches, disons. Mais c'est surtout que j'avais très envie de tricoter ce fil. C'est la base mystique de les petites potions. Faut changer de nom, Déborah. Ça y est.
des petites potions, donc qui est une teinturière qui a repris son activité récemment. Et ça, c'est sa base, donc BFL Massam, qui est un mélange que j'adore. J'ai vraiment envie de me faire plus de vêtements dans ces mélanges de base. Il y a quelques teinturiers qui l'ont. J'ai demandé une quantité pull, faut que je lui demande, faut que je lui redise, je pense. J'ai demandé une quantité pull dans son coloris cerise noire, un Déborah, parce qu'en fait c'est un fil que je trouve hyper léger, qui tient chaud, mais moi j'ai un gilet, un de mes modèles en gilet, le gilet Naïf que je porte beaucoup, et je peux le porter même fin de l'été s'il fait pas trop chaud, alors que c'est un gilet en déca, en laine. En fait le fil respire tellement, j'adore la définition que ça a dans des textures, etc. C'est un peu flouté, hein, c'est pas très rebondi. C'est un 2 brins. Et en fait, vous avez vraiment le drapé du BFL et le côté un petit peu satiné que peut avoir le BFL, voilà, qui réfléchit la lumière d'une certaine façon. Je suis contente parce que, alors, la couleur là, 1, elle paraît très bleue, 2, elle est beaucoup plus claire qu'en réalité. Par contre, vous voyez ce que je veux dire, avec l'effet un petit peu de satin et de profondeur, qui est dû aussi au travail de teinture évidemment. Et le Massam, donc ce sont 2 moutons britanniques, et le Massam qui est un peu plus... qui ajoute le duvet, en fait, espèce de très léger poil, et qui gonfle un peu plus que le BFL. Et je trouve que c'est un mélange qui est hyper équilibré, qui marche en dentelle, qui marche en texture, qui marche... voilà, et qui en jacquard, et qui est hyper léger. Au niveau du toucher, je pense que c'est quand même très accessible, même pour les gens qui sont un peu matrixés au Merino Superwash. Hein, je trouve que c'est quand même... Si vous aimez le BFL, si le BFL ça va, ça je trouve que c'est mieux dans le sens où le Massam apporte le moelleux, alors que le BFL parfois peut être un peu dur. Vous voyez, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Le Massam remet un peu de rebondi et de côté doudou. Et donc, j'adore ce... Je vous le conseille vraiment ce genre de base. Et ça, c'est son coloris HEL, qui est donc vert. Hein, voilà, qui est vert bleu. Impossible à photographier. Écoute, ça fait 3 jours que j'essaie de prendre une photo de mon projet. Je n'y arrive pas. parce qu'il prend... En fait, c'est très difficile pour mon téléphone de prendre la couleur. Et d'ailleurs, les photos que prend Déborah, j'imagine qu'elle fait de son mieux, mais quand on regarde quand on voit la couleur telle qu'elle est sur le site, elle paraît très claire. En vrai, c'est foncé. Et voilà, si vous doutez un peu sur la couleur, elle paraît beaucoup plus claire sur les photos. Parce que voilà, c'est ce genre de couleur qui est très difficile à prendre. C'est vraiment, je sais pas... c'est un peu comme ça, mais vraiment plus vert que bleu, quoi. Je sais pas, voilà, c'est difficile. Mais c'est très beau. Et vous voyez, ça fait ça en fait. À chaque fois que j'essaie de prendre une photo, ça... Ah, donc je suis obligée de manipuler la luminosité pour que ce soit tout sombre, pour essayer de faire en sorte que ce soit bien représentatif, mais ça ressort quand même... Voilà, là je dirais que la profondeur de couleur est à peu près correcte, mais que c'est bleu, alors que en vrai c'est vert. C'est toujours le débat bleu-vert. Vous voyez la scène dans La Belle au bois dormant quand elle change la robe là. Voilà. Et je suis très contente. Mon idée en fait c'est que j'aimerais, en fait je l'ai fait parce que je voudrais pouvoir le porter au festival Entre Deux Laines qui est, je vous en ai pas parlé je crois sur YouTube encore. Donc c'est un festival, un salon qui sera les 1er et 2 mars à Portet, en dessous de Bordeaux. Donc vous venez en fait, voilà c'est tout. Débrouillez-vous. Donc c'est un tout nouveau festival de laine et donc c'est assez accessible en train, contrairement à l'immense majorité des festivals, n'est-ce pas? Donc c'est les 1er et 2 mars et la liste d'exposants. Voilà, très cool. Très cool. Et donc j'y serai les 2 jours, j'y serai en tant que touriste / sbire de Déborah. Voilà. Donc je suis pas là en tant qu'exposante. Hein. Je sais, à chaque fois que je parle d'aller sur un salon, les gens me disent ah trop bien, machin, on va pouvoir voir tes modèles. Non. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire
d'être exposante sur un salon et de vendre mes patrons, c'est pas quelque chose que vraiment non, jamais dire jamais, mais là quand même jamais, d'accord. Non, je serai là pour aider Déborah et mon idée c'est je me porterai ça, je pense, sauf si ça va pas, sauf s'il y a un souci avec la météo, mais donc si vous allez au festival Entre deux Laines, peut-être que si je dis le nom du festival c'est bien, Entre deux Laines. Et que vous passez sur le stand de Les Petites Potions, vous verrez cette couleur. De toute façon, je l'aurai avec moi pour vous montrer. Voilà. J'en profite pour vous dire que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, vous avez un post, je vous mets le lien dans la description, vous avez un post à part, un concours pour vous faire gagner des entrées pour le festival. Donc j'ai été contactée pour vous offrir 2 entrées, 2 passes un jour pour le festival Entre deux Laines. Donc je le mets sur un post, le concours est sur un post à part, parce que comme ça si vous laissez des commentaires ici et que vous n'avez pas l'intention de venir de toute façon, voilà, c'est pas, vous comptez pas comme candidat pour le concours, mais donc vous pouvez trouver dans la description sur ma chaîne le lien, ou vous allez directement sur ma chaîne YouTube si vous savez retrouver les articles, et vous pouvez participer, et je tirerai au sort 2 gagnants pour les entrées du festival. J'ai vraiment très hâte d'y être et de voir tout le monde. J'ai normalement je vais au dîner le soir, je crois. Voilà. Si jamais vous avez des ateliers aussi au festival, la billetterie est donc ouverte, hein. Mais voilà, donc rendez-vous si vous voulez voir cette superbe couleur en vrai. Rendez-vous les 1er et 2 mars à Portet. Je vais bientôt clôturer ce vlog. Je voulais vous faire un petit point sur mon châle en cours parce que j'ai plein de trucs à dire. Je vous fais un angle un peu hasardeux, mais comme ça, voilà. Donc, petit point sur le châle que je design en ce moment. J'ai fini la première partie avec ce point que décidément j'adore. Donc vous voyez, on a comme un triangle assez fin et j'ai relevé les mailles en bas ici. Et maintenant je vais tricoter dans ce sens en faisant une forme de triangle un petit peu plus classique. Quelque chose qui est intéressant avec les châles modulaires, c'est que quand on, ou châle ou autre, quand on part dans différentes directions, voilà, là vous avez 2 directions un peu qui se rejoignent, ici. Vous voyez ici, donc là j'ai tricoté dans ce sens, et maintenant je vais tricoter dans ce sens. Et donc là, il va y avoir un angle, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de contrôler cet angle pour que ça fasse ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ça reste en ligne droite? Est-ce qu'on veut que ça fasse comme ça, comme ça? Et c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait. Typiquement, Stephen West, c'est sa spécialité, voilà. Je dirais, une de ses spécialités du moins. Là, moi, ce que je voudrais, c'est que ça reste droit. Vous voyez, là, ici, cette ligne-là, en fait, c'est une ligne qui est droite. C'est là où je n'ai pas augmenté. Donc, je veux que ça reste droit. Et maintenant que je vais tricoter dans l'autre sens, je veux aussi que ça reste droit. Donc, il faut que je fasse des augmentations pour que, si je tricote comme ça, pour que là, j'ai quand même une ligne qui continue. C'est compliqué. Si je tricote comme ça, si je veux quand même avoir une ligne qui continue comme ça, il faut que ma partie là, elle augmente aussi comme ça. Voilà. Et donc la question c'est trouver la bonne forme, le bon ratio d'augmentation, de diminution pour avoir l'angle que je veux, qui en l'occurrence est un angle, pas d'angle quoi. Voilà. Et moi je n'y arrive qu'en tâtonnant, qu'en faisant et défaisant. Donc je pense que je vais pas mal faire et défaire le début de cette partie. Un truc dont je suis sûre, c'est que, donc je suis un peu comme un châle triangle classique, d'accord? Donc je vais augmenter aux extrémités pour faire ce fameux angle. Et ici, au milieu, ce qui va être la pointe de mon triangle. L'arête centrale en fait. On peut
faire différents ratios. Moi, ce que j'aime bien faire d'habitude sur les châles triangulaires, c'est augmenter plus vite sur les côtés. Comme ça, on a plus d'envergure sans que le châle devienne trop profond par rapport à sa longueur. Là, j'ai pas besoin de plus d'envergure en fait, puisque j'ai déjà l'envergure que j'ai gagnée en tricotant cette partie dans ce sens-là. Et je n'ai pas forcément envie que le châle soit très profond. C'est déjà pas mal ça, comme ça. Voilà, ça va être un grand châle quand même, hein, bien sûr. Ça va être un grand châle. Ah, 3 échevaux. On va peut-être pas utiliser le 3 échevaux en entier, mais voilà, gros châle. Mais il faut quand même que je garde la forme équilibrée. Ce que je pense devoir faire à peu près de manière certaine, c'est de pas augmenter sur l'arête centrale tous les 2 rangs. Typiquement, on augmente chaque rang en droit sur une arête centrale de châle triangle. Voilà, de chaque côté, là je vais faire une augmentation à chaque rang en droit. Ça c'est typique. Je pense que je vais plutôt faire tous les 4 rangs. Voilà, pour que ça augmente moins rapidement ici. Après, il faut que je fasse un petit peu attention parce que si j'augmente moins rapidement comme ça, mon tricot il peut se pousser dans un sens un peu bizarre. Donc, j'ai quand même pas mal de flexibilité, je pense, parce que je suis sur un châle, parce que je suis sur un tricot qui va être souple. Donc si c'est pas parfait mathématiquement, le blocage va me permettre de rattraper certaines choses et de mettre les lignes là où je veux qu'elles soient. Mais il faut quand même qu'il y ait une structure cohérente, quoi. Donc je peux pas faire une forme qui ressemble à rien et me dire c'est bon, je rattraperai au blocage. Il faut quand même que ce soit compatible à la base avec la forme que je vais obtenir. Mais je suis vraiment pas sûre du rythme d'augmentation sur les côtés là. D'autant plus que j'ai pas forcément envie que ce soit des augmentations visibles, donc je vais faire des jetés que je vais tordre sur les rangs de retour. J'ai une idée, j'espère que ça va marcher, mais je ne pense pas que ça va marcher du premier coup, donc les prochains jours vont pas mal, je pense, consister à faire et défaire. Mais voilà, vous voyez que j'ai introduit ma 3e couleur. Là, je vais faire du jersey avec des rayures en vert de temps en temps. Et ensuite, je ferai ma mosaïque en reprenant ces 2 coloris ici. Ça fait un peu... pour l'instant, ça fait un peu bizarre, je trouve, d'introduire cette 3e couleur, alors que on a tout cet espace-là avec les 2 premières. Mais je trouve que les 3 coloris ensemble rendent vraiment bien. Et que dans l'ensemble du châle, on retrouvera la cohérence une fois que j'aurai répété la suite. Ces 2 couleurs ensuite, en fait. Mais voilà, pour le projet sur cette semaine, tiens, j'ai commandé des aiguilles en bois. Pourquoi pas. J'ai envie de tester, puisque donc moi j'aime pas trop les aiguilles en bois. Mais en fait, les aiguilles en bois avec lesquelles j'ai tricoté, c'était il y a très longtemps quand j'ai appris à tricoter, et donc c'était pas forcément des aiguilles de grande qualité, ne serait-ce que parce que j'avais pas le budget, et surtout parce que ça fait quelques années quand même qu'il y a plus de marques d'accessoires qualitatives, et notamment j'ai l'impression que les aiguilles en bois, en bois se sont pas mal, oh là là, se sont pas mal développées. Et donc j'avais envie de tester. C'est de la curiosité, hein. Il n'y a absolument aucune raison de chercher à arranger un truc qui n'a pas à être arrangé en fait. Mais je suis curieuse, c'est vrai que moi j'ai un peu tendance à... Si j'aime pas un truc, j'insiste pour comprendre pourquoi. Et j'aime bien tester, voilà. Moi mes aiguilles de prédilection c'est des aiguilles en métal, particulièrement les Haya Sharp, c'est celles que je préfère, et les Adi. J'ai essayé, j'ai complètement oublié en fait de vous faire un retour. Il y a quelques mois, j'ai essayé des Xiaogu. Je me suis acheté une paire d'aiguilles Xiaogu pour tester. J'ai tricoté une paire de chaussettes avec et j'ai complètement oublié de vous en reparler. En fait, le câble des Xiaogu m'a un peu dérangé. Pas sur sa flexibilité. Je suis pas très pointilleuse sur la flexibilité des câbles. Voilà, je vous dis, j'aime bien les Adi. Les Adi Lace avec le câble rouge, c'est objectivement un très mauvais câble.
il reste tout tordu, même quand on essaie de passer dans l'eau chaude. C'est un câble qui est pénible, qui n'est pas du tout souple, qui prend des accros et qui les maintient à vie. Et malgré ça, je les utilise quand même sans que ça me dérange outre mesure. Donc je suis assez tolérante sur les câbles. Donc c'est pas la flexibilité du câble Chao qui m'a dérangé, c'est vraiment sa texture. On aurait dit comme un truc un peu tressé, tissé, comme un tissu métallisé, quelque chose qui aurait... Enfin, il y a une... Je sais pas, c'est vraiment le toucher qui m'a perturbée. Peut-être que je m'y habituerai, j'aurais essayé de faire d'autres projets avec, mais c'est pas un grand succès pour le moment. Donc j'ai envie de tester des trucs en bois, des aiguilles en bois, pour... j'essaie de justifier ma curiosité, c'est surtout que c'est intéressant de varier les matériaux d'un point de vue ergonomique, etc. Ça permet aussi d'adapter parfois son échantillon en rang. Donc voilà, en plus là je vais commencer à tricoter beaucoup de projets avec des fils d'été qui sont un peu glissants. Et je me dis peut-être que si j'essaie des aiguilles en bois, c'est quand même ce qui est préconisé. Peut-être que je n'aurai pas mon éternel début de tendinite que j'ai tout le temps à la fin du printemps, début été, parce que j'ai tricoté beaucoup trop de fils très glissants sur des aiguilles en métal. C'est vraiment une très mauvaise idée. Donc j'ai envie d'aimer les aiguilles en bois. Donc test à venir. J'ai commandé des Blush et des Cynit, qui sont deux marques dont j'ai entendu beaucoup de bien. J'ai entendu parler aussi des lanternes Moon en bien, mais je n'ai pas trouvé, alors déjà c'est plus cher, et je n'ai pas trouvé de câble. En fait, moi quand je teste des aiguilles, je prends des interchangeables, alors pas le set à 100 €, hein, bien évidemment, pour tester, mais je tricote principalement avec des aiguilles interchangeables. J'ai des aiguilles fixes, mais ma préférence va aux interchangeables parce que c'est plus polyvalent tout simplement. Et si j'investis dans des aiguilles, je sais que je vais vouloir prendre des interchangeables. Donc je préfère directement tester des interchangeables parce que moi, ce qui m'importe dans les aiguilles, c'est 1, la pointe, je préfère les trucs pointus, et 2, le joint. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Comme je vous dis, les câbles tout pourris de Adi, ça me dérange pas. Par contre, si là, il y a un accro et que mes mailles, elles passent pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et donc, quand on prend des aiguilles fixes versus des aiguilles interchangeables, là, si on doit visser l'aiguille, parfois, c'est pas pareil. Donc, si je veux tester une aiguille et que je prends une circulaire fixe, que je me dis ouais c'est génial, j'adore, et qu'après je veux prendre des interchangeables et que là c'est pas pareil, voilà, c'est pas bon. Donc ce que je fais quand je teste des aiguilles, c'est que j'achète des pointes et un câble à part, parce que comme ça après si effectivement j'achète un set, ça me fait des trucs en plus. Moi ce que j'ai, c'est le set de Aya, celui-là, le Sharp, celui qui va de 2,75 à 5 mm. Et entre temps, j'ai racheté beaucoup de pointes en plus que j'ai mis là. Voilà, j'ai racheté beaucoup de pointes à part, des câbles aussi dans les diamètres et les tailles que j'utilise le plus. Donc là, j'ai commandé des 2 tailles d'aiguilles et de câbles qui sont celles que j'utilise le plus pour tester. Et si jamais un me plaît, je pourrais acheter un set et ça fera un set un petit peu plus complet dès le début. Mais voilà, test. Si vous êtes pro aiguille bois, je suis bien preneuse de retour d'aiguilles que vous connaissez. Je n'aime pas les Nitro. Je le dis. J'ai testé des symphonies, j'aime pas la marque Nitro de manière générale. Et j'ai beaucoup tricoté avec Nitro au tout début quand j'ai appris à tricoter avec des circulaires, et donc j'ai testé pas mal de leur gamme et à chaque fois c'était pas... ça n'a pas correspondu. Donc hors Nitro, si vous avez des recommandations de marque ou de type d'aiguille, je veux bien. Je veux bien des retours. Mais on verra ce que ça donne. Je rends mon air. Je pense que je vous ai dit tout ce dont j'avais envie de vous parler. Oh non, pas du tout, j'ai oublié, j'allais oublier. Si vous avez regardé mes vlogmas, vous vous souvenez peut-être que j'avais enregistré comme un entretien
un après-midi, j'avais passé quelques heures, 3 heures à parler avec quelqu'un de mon travail, en fait, de l'aspect un petit peu plus professionnel, un petit peu plus sérieux de mon travail. Et la vidéo est maintenant sortie, donc c'est sur la chaîne de Julie Apolloni, qui est la créatrice donc de Apolloni, qui fait des accessoires pour le tricot, et qui fait pas mal de vidéos. Elle avait un podcast pendant un certain temps qu'elle a arrêté, là elle les rediffuse en ce moment, et elle lance un nouveau concept de vidéo qui, ce sont des conversations, en fait elle aimerait faire des conversations avec des personnalités du monde professionnel du tricot. Et donc j'étais super touchée qu'elle me contacte. Elle voulait me parler, enfin elle voulait que je fasse partie de sa nouvelle émission. Et donc c'est un entretien, on parle de différentes choses, c'est long. On part un peu dans tous les sens, mais c'est peut-être intéressant, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas réécouté, j'ai pas réécouté les âneries que j'ai pu raconter, mais c'est une conversation qui m'a beaucoup plu enregistrer. C'est assez différent des foires aux questions, des entretiens que je peux faire d'habitude, parce que c'est plus pointu, c'est un petit peu plus voilà, sérieux, dans le sens où je parle des trucs un petit peu pas gênants dans mon travail, c'est pas ça que je veux dire, mais des coulisses vraiment très concrètement, qu'est-ce que ça implique, c'est pas ouais, trop bien, design tricot, c'est super. Non, je parle de différents sujets, peut-être avec un petit peu plus un aspect un petit peu plus critique. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous mets le lien dans la description aussi, et je vous invite de manière générale à suivre Julie, qui fait des vidéos de très bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de plan foireux avec un bazar monstre derrière, comme ici. Donc voilà, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, et donc je vous recommande sa chaîne de manière générale, et si jamais cette vidéo vous intéresse, voilà. Je vous laisse ici pour ce deuxième vlog de 2025 qui, je l'espère, vous aura plu. Je vous retrouve d'ici 2 petites semaines, je pense. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne après-midi, soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut!